monsieur. Moi, je suis très heureux de recevoir Dominique Marchais pour ce 4e long métrage, La Rivière, édité par JHR et Météor Film. Et moi, je t'avais fait venir Dominique pour la ligne de partage des eaux, si ma mémoire est bonne. Ouais, tu étais venu à la boutique déjà dans ce cadre-là. C'était pas pour l'homme, c'était pour la ligne. Non, ouais, c'était la ligne de partage des eaux. Je me rappelle parce qu'on avait le temps des grâces, je sais pas pourquoi ça s'était pas fait, mais parce que moi j'étais peut-être pas là. Mais je me rappelle d'une discussion qui était riche, qui était intéressante. Et puis c'est bien je me rends compte avec le temps que je fais venir des réalisateurs une deuxième fois, de voir où ils en sont, à quel moment de leur carrière, ils en sont, comment le travail a évolué, comment le travail a grandi, quel regard aussi ils ont sur les films qui sont passés. Je posais une question rituelle sur le... je rappelle déjà que, ton parcours brièvement, parce qu'il y a toujours des gens qui ne connaissent pas, et puis les gens pour qui on enregistre, là, te connaissent peut-être pas, mais dire que tu as un parcours assez atypique ou pas, en faisant des études de philosophie, en étant critique, après en étant sélectionneur officiel de Belfort. Donc c'est un parcours qui est... Est-ce que c'est un parcours classique d'un cinéaste, ça? En tout cas, ça a peut-être changé, mais c'est assez classique par rapport à, disons, les réalisateurs et réalisatrices de la nouvelle vague. Ils n'ont pas fait d'école de cinéma, ils venaient de la critique. Donc il y a quand même une tradition de gens qui arrivent au cinéma via la critique. Elle est peut-être beaucoup moins même, parce que maintenant les gens ils font la Fémis ou que sais-je. Mais moi ça a été encore ce chemin-là. J'ai pas fait d'études de cinéma. J'y ai jamais songé. Mais il y a bien eu un moment, peut-être, un désir de cinéma. Alors si on remonte un peu. Mais je pense quand même que l'envie de faire des films, elle se concrétise avec au moment où je suis critique. C'est le fait d'écrire sur les films, aussi de rencontrer des gens qui font des films. Je pense que c'est là où je me dis mais pourquoi pas moi. Avant, évidemment, le cinéma, c'était depuis, j'ai envie de dire, je crois toujours en fait, très très important dans ma vie, mais je ne me projetais pas en tant que réalisateur. Je sais pas, j'imaginais plutôt que peut-être j'écrirais ou que je serais journaliste ou ce genre de choses. Je m'étais pas projeté dans une position de réalisation. Et c'est au moment des Inrocks, et surtout au moment où je quitte les Inrocks, au bout de quelques années, je me dis que j'ai quand même pas envie de rester critique. Et là, il n'y a plus que ça à faire, quoi. D'accord, mais attends, alors juste pour revenir quelques minutes à ce moment des Inrocks, c'était quoi? C'était 4 ans? C'était 5 ans? 4 ans, genre. 4 ans? Enfin, 4 ans. après, il y a eu plusieurs... J'ai commencé à travailler aux Inrocks, C'était quelle génération? Quel journaliste? C'était quel moment des Inrocks? Moi, je suis arrivé aux Inrocks, c'était encore un journal qui sortait tous les 2 mois. Et puis ensuite, on est passé au mensuel. Mais à ce moment-là, c'était un job d'étudiant. J'étais en fac de philo. Et c'était le journal que moi, je lisais quand j'étais lycéen. J'ai dû acheter le numéro 2 ou 3 des Inrocks, quoi. Donc c'était, pour le coup, moi, mon journal, c'était pas les cahiers du cinéma. J'ai jamais été abonné aux cahiers, mais c'était les Inrocks. Donc j'étais très content d'avoir dégoté ce job d'étudiant où je faisais des trucs à la compta ou aux abonnements. Et à partir de là, c'était une toute petite équipe, donc c'était les fondateurs. Et puis j'ai fait quelques entretiens et quelques petits papiers dans le mensuel, mais pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place.
Et puis avec le passage à l'hebdo, là, à la fois, il a fallu créer des vraies équipes pour la tâche administrative. Et il y avait de la place, il fallait remplir le journal, quoi. Donc là, j'ai commencé à faire des piges toutes les semaines, des critiques. Et c'était quel film, quel réalisateur? Ça a correspondu à quel moment? Moi, j'ai été un petit peu monsieur cinéma portugais. Donc c'était les années 95-98. Et je crois le premier papier que j'ai fait dans le mensuel, c'était la critique de Casa de Lava de Pedro Costa. Et ensuite... Incroyable. Alors Pedro, ça a été une rencontre super importante. Et suite à ce papier, on s'est rencontrés. Et le dernier papier que j'ai fait, et entretien, puisque on a fait un gros entretien, c'était au sauce. Justement, quand je me suis dit voilà, tiens, j'ai choisi. Moi, j'avais besoin un peu de symboles. Je me suis dit voilà, là, c'est très bien. Je fais la sortie et l'entretien de au sauce et j'arrête là. Ce qui avait surpris mon camarade et chef Serge Kaganski, parce que pensait que je resterais, quoi, mais j'en avais marre. Et entre les deux, c'est passé par quel univers, quel continent ou quel réalisateur? Jalon, quoi. Donc voilà, alors il y avait ce cinéma d'auteur là. Moi j'ai aussi interviewé Oliveira, tout ça. Mais tu parles portugais? Non. Ah non, d'accord. Enfin, à l'époque, comme j'y allais pas mal, j'avais pris quelques cours, mais je parle pas portugais. Alors, non. C'est difficile à prononcer. L'italien, oui, mais le portugais, non. Donc, j'avais écrit là-dessus, mais aussi je faisais aussi bien des articles sur des reprises, des rétros. J'avais fait notamment un papier sur la rétro du cinéma portugais qu'il y avait au Jeu de Paume. Mais j'ai écrit sur tout, n'importe quoi. En fait, j'avais écrit sur Secrets and Lies de Mike Leigh qui avait eu la Palme d'Or. J'avais vraiment pas aimé, moi, ce film, et Serge non plus. Donc, j'avais dit, écoute... il m'avait dit ok, vas-y. Et alors j'ai fait un papier assez sévère. Et c'est la seule fois dans ma carrière de journaliste où j'ai reçu des lettres d'insultes. Apparemment, il fallait pas critiquer la Palme d'Or, ça se fait pas, quoi. C'était pour qui je me prenais, etc. Moi, j'ai raté des films toutes les semaines, quoi. Mais non, mais pas Mike Leigh. En fait, ça aurait pu être Mike Leigh. Je pense que c'était juste le fait que c'était la Palme d'Or. Et puis j'aimais. Alors c'était les années où Xiaoxian, Kiarostami. En fait, c'était des années géniales. Donc j'ai écrit sur Xiaoxian, sur Kiarostami. J'ai interviewé Kiarostami. J'ai interviewé. Quel homme c'était Abbas Kiarostami? Ça je ne saurais dire. Non mais humainement, même comme ça, c'était CB 2000, donc de toute façon les verres fumés, grand bureau, il y avait Rician. C'est pas un grand souvenir d'interview, mais en même temps comme j'aimais vraiment, depuis longtemps. C'est très important pour moi le Kiarostami. Et je me souviens encore de quand j'ai découvert Et la vie continue. C'était le cinéma vers la rue Gay-Lussac, là, comment il s'appelle Studio des Ursulines, non? Non, mais pas rue Gay-Lussac, en fait. Si, c'est ça. Il y a la rue Saint-Jacques. Rue Saint-Jacques, ouais. Bon, et... Champeau, tout ça, non? Je sais, quand j'ai vu ce film, j'habitais à Levallois, je suis rentré à pied du 5e. C'était magnifique, quoi. Ces découvertes de... Non, mais si je te pose ces questions, c'est que ces années-là, ce sont des années quelque part de formation et des années qui laissent une empreinte forte. Et t'as été contemporain de la découverte de cinéastes ont été des cinéastes majeurs. Mais il y avait Ferrara. Voilà, c'est ça. J'ai écrit sur des films de Ferrara, quoi. Sur Body Snatchers, sur celui qu'il a fait aussi un film en costume, un peu de... qui est très beau, plus classique, en costume années 30, quoi, des histoires un peu de mafia, là. Un côté un peu parrain. Tu vois, c'est pas Christmas, non? Non, à Christmas, non. J'aimais bien aussi ce film. Donc, King of New York, non, c'est pas ça. Non, c'est pas King of c'est un film. Tu vois, on retrouve pas le titre, mais pourtant c'est un beau film. Et puis les Lynch. Et les bons Cronenberg.
et le cinéma taïwanais, Ripstein, tout ça. Aussi. Tous ces trucs qu'on découvrait au Festival de La Rochelle et puis qui sortaient ensuite. Donc c'est un moment où il y avait encore des filmographies super importantes à découvrir. Qu'on connaissait pas. Les films de Ripstein, on les a connus en décalé, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que tu ouvrais avec le parcours de critique les jeunes Turcs, les jeunes loups, je sais pas, de la nouvelle vague qui découvrent, qui s'emparent d'œuvres, je sais pas, qui découvrent Monica, qui découvrent ensemble et qui en fait en font leur miel et se forment autant qu'ils. Je sais pas, il y a vraiment des pans entiers du cinéma comme ça et je trouve que fin des années 90, début des années 80, début des années 2000, je veux dire. Il y a le cinéma taïwanais, il y a des grands noms quand même. Et quelque part, on en voit la mesure, on voit que ce sont de grands. Mais en même temps, dans les contemporains, on trouve presque ça pas normal, mais bon, ça fait partie de. Voilà. Et rétrospectivement, on se dit, ah oui, non, il s'était passé. Ah ouais, oui, non. Moi, quand Poussière dans le vent et Goodbye Sauce Goodbye, c'est un choc. Je trouve pas ça normal. C'est merveilleux. Alors, je pense qu'on a quand même conscience d'être à un bon moment. Oui. Et même le cinéma américain, quoi. Il y a le cinéma américain où c'est aussi les années intéressantes d'Atome Goyan. Oui. Enfin, tout ça, moi, j'ai. Intéressant parce qu'il a eu des années. Après, c'est vrai. Donc j'ai écrit sur tous ces trucs-là et puis pas mal d'interviews. Et tu es parti. Freddie Murer, tout ça, Anneke, Van der Keuken. Alors c'est un mauvais exemple, mais j'allais dire tu cites beaucoup de cinéastes de fiction et je sais que tu n'aimes pas du tout cette dichotomie documentaire-fiction, mais tu parles de Kiarostami qui fait exploser quelque part qui atomise complètement il a fait des documentaires aussi et qui sont à peu près aussi tordus que ces fictions. Enfin, non, mais avec Close-Up, on peut se dire que on passe un point de non-retour, quoi, où c'est plus pertinent. Close-Up, ça c'est vraiment un des 10 meilleurs films. Mais il y a des trucs moins connus comme je crois c'est Devoir du soir, le film des écoliers. Oui. Et on a sorti un coffret canou, il y a tous ces films-là. Et j'ai un souvenir, c'est un peu lointain, mais il me semble que dans Devoir du soir, on l'entend parler avec un enfant, et un peu comme dans Et la vie continue, où en fait il dévoile ses propres dispositifs, et il dit à l'enfant... Tu te souviens quand j'ai déchiré ton cahier pour te faire pleurer, quoi. Mais il y a vraiment un petit sadisme à l'œuvre dans la direction de... Donc, justement, pour moi, ce sont des moments importants, puisque des moments qui brouillent, qui disent bien que le cinéma documentaire, il n'y a pas de pureté et qu'il y a toujours de la manipulation et du mensonge, des dispositifs, en tout cas, des choix. Alors, effectivement, on travaille avec... C'est pas les mêmes contraintes et c'est pas les mêmes libertés que d'avoir une équipe et un temps de tournage et une production plus lourde. Voilà, mais il y a tout un tas d'interventions. Moi, j'aimais bien dire, même à l'époque du Temps des Grâces, que finalement... Parce que j'aime bien citer Wiseman. J'avais interviewé Wiseman, d'ailleurs, pour les Inrocks. Et j'ai souvent utilisé cette phrase que lui doit ressortir aussi à peu près à chaque fois, où il n'y a aucune différence. La seule différence entre fiction et documentaire, c'est que pour un documentaire, on écrit le scénario après le tournage. Il dit ça. Et moi, je disais, un peu dans l'esprit de cette citation, que quand on fait un film documentaire, c'est exactement comme une fiction, sauf qu'on ne connaît pas le décor, on ne connaît pas les personnages et on n'a pas de script, quoi. Mais... Oui, après toi, tu fais quand même un gros distinguo entre... pour toi, le distinguo le plus pertinent, c'est quand même les moyens de production, quand même. C'est-à-dire que c'est... Peut-être que tu l'as déjà dit, mais je trouve que c'est intéressant comme... les moyens de production, mais...
C'est surtout, moi, je crois que le plus important pour moi dans ce que j'appelle un régime de production documentaire, c'est de pouvoir mélanger les temps d'écriture, de tournage et de montage. D'être dans une écriture continue. Shadows, c'est quoi alors? Pour moi, Shadows, c'est un régime de production documentaire. Voilà, par exemple. Ouais. Ouais. Alors que La Chaudrome de Tony Gatliff ou les films animaliers, non. C'est des régimes de production fiction. Ouais, voilà. Mais ça, je trouve que c'est intéressant comme regard. Je le sens comme ça, quoi. Sur un film. Mais après, c'est-à-dire que voilà, moi, je suis au montage. Je suis au montage avec le monteur, donc à chaque instant. Et monter un film de fiction ou monter un film de documentaire, alors là vraiment, mais ça n'a plus aucun sens quoi, de parler de différence. C'est exactement le même boulot. On travaille des prises, quoi. On travaille des rimes, des coupes, du rythme, des couleurs. Ouais, mais alors, par exemple, si on parle de La Rivière, les personnes que tu vas filmer, il y a quand même une intention. Tu sais que tu vas les filmer. Tu n'as pas des verres fumés et tu vas pas les manipuler comme Kiarostami manipule ses enfants. Il y a quelque chose quand même. Où tu es, toi, réalisateur, où est-ce que tu poses ta caméra et comment tu prépares ta prise, ou comment est-ce que tu prépares tout ça? Mais ce truc de Wiseman, de l'écriture au montage, c'est quand même ça qui se passe. Mettons, je passe 2 journées avec Patrick Nuc. Donc c'est celui qui a le crâne rasé et qui traverse le Gave en botte. D'accord. Donc on le filme 2 jours de suite. Alors moi je l'ai déjà rencontré, etc. Donc je sais à peu près où il va aller. Mais ce que je ne peux pas savoir au moment où je fais le film... Tu sais où il va aller parce que vous en avez parlé avant, vous avez préparé cette rencontre. Je l'ai vu une fois et puis une seule fois. Et peut-être j'ai reparlé un peu avec lui au téléphone. J'ai dû reparler avec lui au téléphone. Parce que... La question, c'est la question de est-ce qu'il travaille pour le parc des Pyrénées, donc je lui dis est-ce que tu vas être libre de dire tout ce que tu veux, etc. Et il me dit hors du périmètre du parc, oui. Donc en fait, je lui propose oui, parce que ça, c'est moi avec les films que je fais, c'est une vraie question, et qui ne cesse d'empirer. C'est la liberté de parole des gens qui travaillent pour des administrations. C'est dingue, ça ne cesse de se dégrader. Donc là, moi, il y a des gens que je voulais filmer, des gens qui travaillent pour eux. Ils avaient envie, mais ils ont dû demander l'autorisation, alors qu'il y a encore 15 ans, ils pouvaient... Enfin, même au moment du temps des grâces, c'était compliqué. Au moment de la ligne de partage des eaux, je voyais bien, pour filmer quelqu'un dans une dréale, il fallait avoir l'autorisation, et même filmer le chef. Il fallait faire d'abord l'interview du chef pour pouvoir filmer le technicien qui, moi, m'intéressait, parce qu'il travaillait sur telle rivière et sur tel poisson, etc. Mais maintenant, on n'a plus l'autorisation. Comme ça, c'est tranquille. Et évidemment, ça ne fait qu'empirer. Et donc, les libertés, la question des libertés individuelles, en filmant des fonctionnaires, des agents territoriaux depuis 15 ans, je vois bien que ça fait déjà un petit moment que ça se dégrade. Et ça ne fait qu'empirer. C'est une vraie question. Donc là, voilà, il y a une logique à tout ça. Donc attends, j'en étais où? Parce que donc sur l'organisation, ce que je sais pas, c'est que donc en fait, après c'est les montages, ils sont très compliqués parce que il y a beaucoup de paroles et il faut en quelque sorte monter les gens avec eux-mêmes, mais avec les autres, en relation avec les autres. Donc les arbitrages qui se font, et ça se fait sur plusieurs mois, il faut connaître très 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 bien son matériau, c'est de se dire non mais ça en fait c'est pas Patrick qui va le dire. Cette dimension-là du problème. Le problème il est construit en fait, il est construit avec une dizaine de voix. Et on se dit mais effectivement on pourrait faire le film. Je vais te dire en fait, tout début du tournage, on commence avec Patrick. On se met sur une esplanade à Sauveterre de Béarn, il se met en face, il regarde, il décrit les Pyrénées, il décrit la plaine, il décrit le Gave.
paf, comme ça, 20 minutes. On est 4 avec Camille, Mickaël au son, Martin et moi. Et vraiment, on est bouche bée. Et Camille dit OK, merci Patrick, fin de tournage, on remballe, on rentre à Paris. Le film est dans la Il y avait boîte. tout. Ouais, d'accord. Il y avait tout. Donc Oui. voilà. Et ça, il nous l'a refait 15 fois, en fait, la Oui. totalité du film, en quelque sorte. Oui, Donc, et en même temps, il y avait tout, sauf que oui, t'avais c'est envie beaucoup. que- Mais même, oui. même à vrai dire, tu vois. Oui, On pourrait pas, c'est trop dense, c'est d'un compact. Il Donc fallait tout le le déplier, travail avec, quoi, ouais. il a fallu le déplier. Oui. Il a fallu le déplier et avec toutes les contraintes qui ont qu'évidemment on veut garder des lieux, on veut garder des durées, on veut garder des sons, des gestes, etc. Donc il faut faire des sacrifices et c'est avec la totalité des rushs qu'on se dit bon, tant pis, tout cet aspect-là de Patrick, c'est super bien, mais en fait ça va être plutôt Manon qui va prendre en charge cette dimension-là, parce que c'est bien la manière dont elle le dit, elle apporte une nuance, etc. Et d'une certaine manière, ce film, tout est dit 3 fois. Mais avec justement des points de vue un peu différents, et c'est ça qui fait qu'on comprend. Et qu'on comprend des choses qui ne sont pas du tout simples à comprendre, comme le rapport entre une rivière et les nappes phréatiques, ou les nappes d'accompagnement des rivières, les nappes alluviales. Et ça, c'était super important pour moi d'amener le film assez loin dans cette direction-là, sans être lourd et sans passer par des schémas, etc. Parce que je pense que les problèmes qu'on a, et ils sont nombreux et ils ne vont pas aller en s'arrangeant, donc entre les gens, les tenants de l'irrigation qui veulent donc construire des équipements comme des bassines ou des retenues collinaires. Les problèmes tiennent à une compréhension de ce que c'est un réseau hydrographique, et donc c'est très important en fait d'amener ça dans l'espace public. Et puis, et c'était intéressant pour moi aussi d'en faire un enjeu de cinéma, parce que comment on fait comprendre ce que c'est qu'une rivière, et le film, il essaie de déconstruire un peu la rivière et de dire, mais en fait, la rivière, c'est juste la partie de surface de quelque chose qui a une extension souterraine, aérienne. Donc, je voulais étirer la notion de rivière à celle de réseau, et de réseau aussi j'ai envie de dire en 3D, avec les nappes. Mais il y a quelque chose, c'est assez curieux, parce qu'en revoyant le film, tu l'as vu le film La Rivière, tu l'as en tête? Ouais. Il est sorti l'année dernière. En novembre, ouais. Parce que je me souviens très bien de la séquence avec qui arrive au début du film, avec celui dont tu parlais. Patrick, ouais. Patrick, je me souviens du langage, des mots, du chant, de sa voix, de son accent. Je me suis dit, moi, j'ai plané complètement durant cette séquence-là. Et effectivement, je trouve que l'histoire de la rivière qui irrigue, je veux dire, l'ensemble de ces personnes qui les relient, il y a vraiment un espace mental et poétique qui est, à mon sens, créé effectivement à travers ta mise en scène et la façon dont les gens, tu les croises quasiment une fois, mais ils sont tous connectés à travers effectivement cet objet et physique et en même temps et en même temps quelque chose de poétique, une idée, une utopie. Je trouve que c'est très riche comme univers. Mais j'ai assez peu de souvenirs en fait. Je me suis été frappé par 2-3 trucs. Mais alors, tu l'as dit, l'espace mental, c'est-à-dire que l'endroit que tu travailles vraiment, c'est la tête du spectateur. C'est bien ça l'enjeu, c'est de poser suffisamment les choses. À la fois, tu les contrôles pas complètement, mais il y a de la possibilité d'association libre. Mais en même temps, c'est tramé, c'est là, et il faut que les choses se passent dans la tête du spectateur. C'est-à-dire, moi, je mets les spectateurs au travail. Et je le sens dans la réception des films, et surtout quand j'ai des gens qui reviennent me voir. Et ça, ce serait très, très, très agréable. Il y a une grande tension aussi qui traverse le film, c'est-à-dire que c'est le micro et le macro, quoi. Genre
le travail est atomisé et en même temps complètement au bout de la chaîne. C'est vraiment le colibri, mais le colibri un peu seul et presque un peu colibri Sisyphe, quoi, qui fonctionne, et en même temps qui a conscience des grands mastodontes, de l'enjeu, de qu'on n'y est pas, que les intérêts économiques, voilà. Et je ressors pas du tout, absolument pas plombé, parce que ça n'entame pas en fait leur moteur, quoi. C'est-à-dire ils ont bien conscience que quelque part ils ne vont pas changer le monde, mais en même temps par ce geste-là ou par cette action-là, par cette prise de conscience-là, il y a quelque chose d'important qui se joue. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a vraiment, c'est vraiment cette tension-là. Alors nettoyer la rivière, évidemment, quand on s'en va, c'est propre. Alors ça fait vachement de bien. Ils savent que quand ils reviendront la semaine prochaine, il faudra recommencer. Mais c'est un geste qui est très gratifiant. Donc ça, ils le font pour ça, et aussi pour être ensemble. Oui. Donc c'est une manière de se compter et de faire quelque chose qui se voit. Et alors eux, et de plus en plus, je pense que les associations qui font ce genre de nettoyage, ils appellent ça des cueillettes, parce qu'en fait, pour le coup, alors d'ailleurs, ça ressemble à des cueillettes. On voit bien le début du plan. On a l'impression qu'ils sont en train de cueillir du coton, mais non, mais c'est pas du coton. Et ils font ça de façon très. Il y a une procédure, un protocole assez précis, et donc ils séparent, ils trient, ils nomment, ils font un inventaire. Et les données de ces inventaires, ils les font redonner, donc ils les font remonter, ça fait de la donnée publique. Donc on rentre dans cette logique qui est très intéressante, très importante, qui est celle du zéro déchet. C'est-à-dire qu'il faut analyser en fait nos déchets pour pouvoir ensuite questionner les processus de fabrication des objets. Et ça, le réseau Zero Waste, ce sont des gens qui font un travail, je pense, très important de réflexion sur les processus de production. Mais c'est le moment où le déchet montre, où il fait une sorte d'inventaire comme ça, il dit bon, ça c'est pas très grave, mais ça par contre c'est très pénible, ou c'est très c'est très important, parce que d'être dans ces logiques là, parce que ça évite de se faire complètement bananer par les politiques, quoi. Sur l'économie circulaire et tout ça. Attends, ok, on va regarder dans le détail, et là on tombe sur plein de trucs où en fait on ne sait que faire de ces déchets, donc ça veut dire qu'il faut construire les choses autrement. Bon, ça, mais c'est sur le côté Sisyphe. En fait, c'est pour ça. Si tu le fais comme ça, c'est moins absurde que ce que ça a l'air d'être, ou moins vain. C'est-à-dire que effectivement, il faudra recommencer, mais en même temps, tu participes d'un travail plus ample, et tu saisis, tu mobilises et les élus, et les entreprises locales, et les agriculteurs, etc. Tu essaies de faire la traçabilité du déchet. Mais il y a du micro qui a une importance très macro. Par exemple, et c'est ça Manon qu'elle explique, elle dit les petits travaux de rivière qu'on fait, ce petit seuil de rien du tout qu'on fait péter, et en fait à l'échelle du bassin versant, ça peut être très important, parce que tu as un petit seuil qui est comme un verrou, et tu le fais sauter, tu ouvres des kilomètres de rivière derrière. Donc c'est des kilomètres supplémentaires où les poissons migrateurs peuvent chercher de la nourriture et trouver des espaces favorables à la reproduction. Donc en fait le film, il est aussi, c'est ça qu'il essaie de faire comprendre, et qui est une question vraiment de maintenant, parce que sur le réchauffement climatique, là il y a une inertie telle que les efforts qu'on fait maintenant se répercuteront dans des décennies, ou peut-être on est même à l'échelle du siècle. Sur la biodiversité, les décisions, les actions qu'on va mener maintenant, on peut avoir des effets très rapides. Or, évidemment, c'est ce qu'on a vu en France ces dernières années, et tout particulièrement ces 6 derniers mois. C'est pas que les politiques ne vont plus assez loin, c'est carrément un retour en arrière, c'est des politiques réellement destructives. Donc là, il faut s'y opposer, en fait, parce que c'est pas...
Mais par rapport à la je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il disait, mais dans certains cas, il faudrait peut-être qu'on n'intervienne même plus. La nature se reconstituerait aussi. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a. Ce discours-là, c'est que on se pose, il y a vraiment à se poser la question du bénéfice de l'intervention de l'homme dans des écosystèmes qui sont très résilients en fait et qui vont réussir à trouver des équilibres. C'est dans le refuge, c'est la discussion qu'il y a entre Florence et les autres scientifiques, où il y a une sorte de petit débat comme ça sur aménager, pas aménager, et en fait, ils se comprennent pas tout à fait parce que Florence, elle a pas un discours de deep ecology, quoi. Elle est pas en train de dire laissons mère nature. Mais elle pointe elle dit il faut desserrer notre étreinte, quoi. Et moi, c'est quelque chose qu'elle dit que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça va avec ce qu'elle a dit précédemment, à savoir, c'est une scientifique très réputée dans son domaine, de très haut vol, et en même temps elle n'arrête pas de parler de ce qu'elle ne sait pas. Et on a dit on n'y comprend pas grand chose, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les nappes phréatiques, c'est extraordinaire, c'est une spécialiste mondiale de ça, et lui on ne sait pas trop. Et cette mise en avant de l'incertitude, du doute, elle en tire des conclusions politiques. Donc, et dans ce moment où elle dit desserrons notre étreinte, il y a une sorte de confiance aussi, de dire peut-être que si on arrête d'en faire trop, et en termes d'exploitation ou en termes de réponse à ces exploitations, mais que juste desserrer les étreintes, c'est faire péter des barrages inutiles, typiquement. C'est laisser la possibilité, c'est faire confiance à quelque chose dont, en tant que scientifique, elle sait que la plupart des phénomènes et des dynamiques nous échappent. Elle dit quand il y a des processus de renaturation, quand on essaie de restaurer des espaces qui ont été anthropisés, quand on essaie de recréer des zones humides, etc. Ça, c'est une discussion que j'avais eue avec elle. Elle dit c'est super intéressant parce qu'il se passe des choses, mais jamais ce qu'on a prévu. et c'est à ça qu'elle en appelle. Voilà, c'est à une sorte de suspendre un peu cette pulsion de contrôle complètement. Et de redevenir spectateur, sachant qu'on ne reviendra pas à un état antérieur. Pulsion de contrôle, en plus dans un état administration jacobine avec un millefeuille administratif Mais le naturaliste, celui qui fait l'inventaire des papillons, dit la même chose. Évidemment, il le dit, on pourra plus, en tout cas pas à notre échelle à nous, de vie, faire des inventaires comme on peut les lire encore dans les naturalistes du 19e siècle. Et en même temps, il ne veut pas être dans la déploration. Il dit le changement climatique fait qu'on voit arriver des nouvelles espèces d'insectes, etc. Donc il y a toujours des choses à observer, etc. Et il dit, et là on est sur du micro aussi, et c'est important, c'est comme le barrage, c'est des actions très locales qui ont des répercussions sur l'ensemble des écosystèmes, parce que Pierre-Yves, c'est ce naturaliste du Conservatoire des espaces naturels, j'ai fait des débats avec lui, et à chaque fois il dit aux gens qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, et il dit mais ne tondez pas votre pelouse, parce que lui en tant que spécialiste des papillons, il dit si tout le monde fait ça, ça change tout pour les papillons. Et on n'y pense pas, et il y a il faut, voilà. Donc entretenir moins, quoi. Non, mais les nuages, après, mais les nuages, les deux nuages que je voyais planer un peu sur le film, c'était le côté un peu Sisyphe, genre, est-ce que ce qu'on fait, ça sert vraiment à quelque chose, et on arrive trop tard. Cette chose-là c'est trop tard, de toute façon. On est dans un... Voilà, il y a ce point de bascule qui fait que... Voilà. Et le film ne tord pas le coup à ça, mais à sa manière... il arrive à mettre en avant des personnes qui ont intégré ce constat et qui continuent à chercher des solutions et à être actifs. Et moi, je trouve que le film fait un bien fou
par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans un déni ou dans quelque chose comme ça, une sorte d'angélisme, de retour au bateau à voile ou je ne sais pas quoi. Il est dans quelque chose, on fait avec le monde qu'il y a, et il y a une sorte de... Évidemment, la rivière dans laquelle je me baignais enfant, ça n'est plus la même, et ça ne sera plus la même. Mais il n'empêche que je vais à mon échelle retourner ce caillou ou réaménager ou militer, tout ça. Et je trouve qu'il y a, je sais pas, dans le choix des témoignages ou dans les personnes que tu as choisi de filmer, je trouve qu'il y a cette force-là, en fait. Écoute, la question de la réversibilité et de l'irréversibilité, elle est au cœur de ce film. C'est une question qui est très, très importante. Sur le réchauffement climatique, c'est trop tard. On n'y coupera pas, même si on a arrêté d'émettre aujourd'hui le moindre gaz à effet de serre. Sur la biodiversité, tout n'est pas trop tard, et loin de là. Mais encore une fois, il y a des espèces qui ont d'ores et déjà disparu, on le sait bien, et il y en a qu'on ne pourra pas sauver. J'ai entendu récemment, je lisais, c'était un scientifique de l'INRA qui disait que les éléphants, les éléphants c'est fini. Je ne sais pas si c'est dans 30 ans. Il dit c'est fini, il n'y en a déjà plus assez pour... en termes de diversité génétique, etc. il y a des espèces dont on sait que... Et c'est, en fait, je pense il faudrait quand même que les gens vivent avec ça en tête, quoi. Que les éléphants, c'est fini. Que les tigres, c'est fini. Que les saumons, c'est fini aussi. Que les aloses, alors les aloses, ils connaissent pas, ni les lamproies. Mais merde, quoi. Est-ce que les gens se rendent compte ? Et les politiques qui sont conduites, c'est pas acceptable, en fait. Il y a encore quelques années, on avait des politiques un peu minables de protection de la biodiversité, mais au moins elles existaient et le mot existait. Et il y a quelque chose qui a changé dans l'espace public. Et on a arrêté de parler de la biodiversité pour ne plus parler que de la question climatique et donc de la transition, à savoir la décarbonation, je sais pas comment on dit, produire décarboné. Donc en fait l'électrification. Donc ajouter encore des nouvelles sources d'énergie sans même revenir ou réduire celles qui sont existantes. Donc en fait on additionne à chaque fois des nouvelles énergies. Et ça, disons que le film, il était aussi animé par cette envie-là de montrer que la transition était un piège à con. Il y avait cette chose-là aussi de la biodiversité comme quelque chose qui... et c'était pas BA, c'est pas une sorte d'optimisme BA, mais dire la biodiversité rend heureux. Je sais pas comment c'est formulé. C'est Florence encore, ouais. Je sais pas comment c'est amené, mais... Il y a quelque chose de l'équilibre. Je sais pas. Je trouvais que c'était quelque chose de très précieux en fait, ce qu'elle disait, comment dire, de l'individu et son environnement, d'une sorte de comment dire, de paix retrouvée ou de respect retrouvé, qui était essentiel en fait. Et c'était pas du tout écolo, baba, naïf. Non, c'était, je sais pas. Ça faisait résonner une sorte d'harmonique comme ça que je trouvais totalement juste, quoi. Et je sais pas, dans l'action qu'on avait, dans le respect, dans la place aussi dans laquelle on se mettait par rapport à notre écosystème, je trouvais ça totalement juste. Je sais pas comment. Elle est en face de cette retenue collinaire justement, donc c'est-à-dire que on est dans un paysage. De la transition, j'ai envie de dire. Donc c'est une vallée qui a été ennoyée pour construire une retenue à vocation d'irrigation agricole. Donc non, c'est pas... Alors c'est pas des bassines parce que c'est pas les bassines on pompe dans les nappes phréatiques pour les remplir en hiver. Là c'est une digue qu'on met en travers de la vallée. C'est un barrage, mais on appelle ça des retenues collinaires.
Ça n'a pas ça ne produit pas d'énergie, il n'y a pas de turbine. Et comme ça, on pompe là-dedans en été pour le maïs. Il y en a beaucoup, on en construit beaucoup. Et donc, Sivins, ça a été construit d'ailleurs. Mais Sivins, c'était une retenue collinaire. Et celle que j'ai filmée, elle est assez importante. C'est une grosse retenue collinaire. C'est. Alors, on parlait de Florence. c'est avec Florence Abetz. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ils ont le toupet de dire que grâce à ces retenues collinaires, ils peuvent faire du soutien d'étiage, c'est-à-dire dire, regardez, on pourra, en cas de sécheresse, avec l'eau qu'on a bloquée dans la retenue, restituer en été un peu d'eau au cours d'eau. Mais en fait, c'est intéressant. Si on prend le Gave de Pau, par exemple, le Gave de Pau, je crois qu'il y a presque 40 barrages sur le Gave de Pau. Donc ça fait des rivières. Quand on la suit en voiture, la rivière n'arrête pas de changer de largeur, puisque la rivière se reconstitue et puis paf, un nouveau barrage. Donc en fait, on a des rivières non seulement en escalier, mais des rivières qui font ça, tac, qui regrossissent petit à petit, puis qui rétrécissent à nouveau à chaque barrage, qui rétrécissent. Et donc c'est des rivières qui sont turbinées 40 fois. Alors l'eau, elle est renvoyée à la rivière, mais néanmoins toute la morphologie de la rivière est bousculée. Et puis quand on pense en plus au Gave de Pau, c'est des rivières aussi où on a beaucoup creusé dans le lit pour les graviers. Enfin c'est des rivières complètement domestiquées, quoi. Il y a un label. Moi, j'ai rencontré les gens d'une association qui s'appelle Rivière Sauvage, qui font un travail remarquable. Et donc, il y a un label de Rivière Sauvage. Et en fait, il n'y a qu'une vingtaine de rivières qui ont droit à ce label en France. Ah oui, d'accord. Mon Dieu. Ah oui, d'accord. Combien de rivières en France? Je sais pas. Non, mais c'est fou, hein. Voilà. Pour être rivière sauvage, il faut non seulement qu'il n'y ait pas de pollution, mais pas de barrage et ça. C'est trop contraignant. Qu'est-ce qui a déclenché ou les belles rencontres que tu as faites grâce à ce film-là, en les montrant, les retours que tu as eus dans les débats, les choses qui se sont mises en place, les gens disent qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que ça a mobilisé, comment le cinéma a impacté un peu ce film, ça s'est bien passé, hein, la sortie. Le film, il tourne encore beaucoup. Je sais pas, là, on doit y être aux 40 000 spectateurs. Ça y est. Donc c'est chouette. Ouais, merci. C'est beaucoup plus que les films précédents. Et alors, dans les Pyrénées, dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques, là, il y a eu vraiment beaucoup de projections. Donc, en fait, ce qui a été amusant, c'est que j'ai filmé dans un périmètre assez petit. Hein. Je suis resté dans les Pyrénées-Atlantiques. Eh bien, lorsque j'ai montré le film aux gens qui ont participé, organisé une projection à Salis de Béarn, j'ai constaté qu'aucun d'entre eux ne s'était jamais rencontré. Certains se connaissaient de réputation, mais s'étaient jamais vus. Même dans des petits territoires, des gens qui défendent la rivière, chacun depuis leur endroit, ils se rencontrent pas. Donc c'était encore pire que ce que j'imaginais sur la fragmentation du monde militant, quoi. Bon, grâce à ce film, alors pour le coup, ils se sont rencontrés et alors ils ont fait des débats ensemble. Donc s'il y a des liens qui se sont tissés localement. À la faveur de ces débats, et il y a eu des soirées qu'on n'aurait peut-être pas pu imaginer avant, avec des associations de pêche, des militants plus écologistes, voilà, ça fait plaisir à voir. Et en fait, ils se sont retrouvés sur cette urgence, une sorte de front populaire déjà, pour essayer de limiter la casse, quoi. Donc il y a des intérêts communs et c'est important que les gens se rencontrent pour en fait aller au-delà de leurs préjugés, de leur peur. Le milieu de la pêche, il peut être un peu plutôt moins cette pêche-là, qui est une pêche sportive. Donc souvent les gens connaissent bien la rivière, mais bon, il peut y avoir quand même des a priori, des préjugés à l'égard des écolos, ceci. Et en fait, là, le film a aidé. Presque tous les gens qui sont dans le film sont des pêcheurs. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer aussi, c'est qu'on peut être pêcheur, Manon, Patrick et écolo. J'ai rencontré d'autres gens. En fait, j'ai rencontré pas mal
d'associations de pêche en fait. J'ai été appelé, contacté, j'ai donné des entretiens mais vraiment au long cours et super intéressants avec des associations de pêcheurs dans les Alpes. Okay. Où on parlait de ça, quoi, où en fait ils sont écœurés, quoi, les gars, par l'état de la pêche et ils savent plus à qui s'adresser. Et moi j'ai envie de leur dire, allez voir les soulèvements de la terre. Et ils sont alors quoi, mais non, mais tu n'y penses pas. Les antispécistes. Je dis mais non. Détrompe-toi, va les voir. Il faut que tout le monde sorte un petit peu de sa zone de confort et puis tu verras bien. Et peut-être il y en a avec qui tu vas pas t'entendre et puis d'autres avec qui ça va très bien se passer. Et il faut de toute façon s'efforcer là maintenant de créer des passerelles. Sinon, on va pas y arriver parce que évidemment, en face, c'est très bien organisé. Eux, ils se voient toutes les semaines à la préfecture. Et voilà, c'était ma question d'après. Non, mais par rapport à la structure administrative française et à ton film devrait intéresser les institutionnels ou devrait leur parler ou il devrait presque en faire il devrait être promoteur. Ouais. Et j'ai l'impression que tu deviens plutôt ennemi, quoi. Alors, double question. Déjà, comment c'est perçu par l'autorité de l'État, la préfecture? Et est-ce que ce qu'on entend quand même un peu dans ton film aussi, c'est que c'est comme si la solution ne pouvait être que locale, que ça ne pouvait passer que par cet essaimage comme ça, mais par le local, par le micro. Dire ça, que la solution ne peut être que locale, c'est faire un constat d'échec. Voilà, cruel, c'est-à-dire que ou se dire que ça ne passera que par une sorte d'horizontalité et ne pas attendre de parce qu'on n'attend plus de l'État d'une politique ambitieuse de protection de l'environnement et de restauration des milieux. Là, il faut plus y croire en fait. Non, c'est quand même pire ce que tu dis, c'est-à-dire que tu dis que la transition écologique, comme elle est présentée, est une imposture, ou est contre-productive, ou on se paie de mots pour voilà. C'est pas une transition. Oui, voilà. Bon, voilà. Mais là, il faut lire Moi, j'avais l'habitude de dire on substitue une énergie par une autre, mais quand on lit le livre de Jean-Baptiste Fresso qui est sorti tout récemment, il dit non, en fait, il reprend l'histoire là, des énergies. Jean-Baptiste Fresso et le titre de l'ouvrage, c'est ? Le titre de l'ouvrage, tu l'as en tête ? Non, ok, d'accord. Ouais, faut voir. Hein, c'est les gens de la collection Anthropocène au Seuil, et lui, c'est un historien des énergies et de l'environnement. Et il dit que le pétrole n'a pas supprimé l'exploitation, le charbon n'a pas supprimé l'exploitation du bois, et que le pétrole n'a pas arrêté l'exploitation du charbon, et que le gaz n'arrête pas le pétrole, et que le nucléaire n'a pas arrêté ni le gaz ni le pétrole. On additionne. Donc là maintenant c'est méthanisation à fond la caisse. À nouveau de l'hydroélectricité, alors que le potentiel hydroélectrique français est exploité à 98%. J'étais tombé un jour sur un article, c'était des ingénieurs d'EDF qui disaient ça. Enfin, je veux dire, on a des barrages sur tous les massifs depuis... ça, on a commencé à la fin du 19e jusqu'à l'après-guerre. Personne, je ne crois pas, en fait, n'appelle à détruire les grands barrages de tête de bassin dans les Alpes ou dans les Pyrénées. On parle de supprimer des seuils et des barrages qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il y en a des dizaines de milliers, puisqu'on construit... Mais qui ont été construits dans quel... pour les moulins, ou pour des piscicultures, ou pour tout un tas de raisons. Et il n'y a plus la pisciculture, il n'y a plus le moulin, il n'y a plus le bief. Et donc, il faudrait les araser. Et ça, c'est très compliqué. Il y a une espèce de lobby du moulin qui, au nom du patrimoine bâti, s'oppose à la destruction de ces ouvrages. Mais par ailleurs, il faut arrêter, surtout, d'en construire des barrages hydroélectriques. Or, avec la transition énergétique, on encourage la construction de ce qu'on appelle de la micro-hydroélectricité. Donc, on attaque des petits cours d'eau de montagne qui, jusqu'à présent, ont résisté à la catastrophe parce que c'est en montagne, donc il n'y a pas de champ à côté. Donc,
il n'y a pas forcément beaucoup de poissons, mais il y a des batraciens, il y a tout un tas d'espèces. Et on les buse, c'est-à-dire qu'on les met dans une conduite forcée, on fait une chute, et puis en bas, on turbine. Et ça, là, il y a plein de projets en cours, et il y a beaucoup d'opposition localement, parce que ça abîme encore terriblement les écosystèmes. Et la production électrique, elle est pas très importante. C'est pas comme les grands barrages qui contribuent vraiment au mix énergétique français. Mais par contre, ça apporte des revenus aux communes, des rentes, et puis ce sont des sources d'énergie qui sont subventionnées. Voilà, c'est ce business-là qu'il faut décrire et critiquer, quoi. Donc, tu parlais de l'État. Si tu parles avec les gens sur le terrain, les fonctionnaires, etc., en général, ils sont opposés à ces projets, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Ils sont opposés à titre personnel. Ah oui, d'accord. Non, pas dogmatiquement, parce qu'ils connaissent très bien. Je sais pas, ils connaissent les rivières, ils connaissent la fragilité de ces milieux, et ils trouvent que c'est ridicule de construire encore une microcentrale de plus. Il suffirait que les gens fassent un peu d'économie d'énergie. On n'a pas besoin de ces sources d'énergie supplémentaires. Il faudrait réduire la consommation. En fait, tout le discours sur la sobriété énergétique a complètement disparu de l'espace public en quelques années. C'est très choquant. Et on n'en parlera pas davantage lors de la prochaine campagne, évidemment. Et on n'en a pas parlé pendant les élections européennes. Enfin, on n'en parle pas. C'est le discours écologiste est devenu super craintif sur ce qui était le cœur du combat écologique. Tellement peur de se faire traiter d'amiche. Ça a marché, quoi. Ces attaques-là ont marché. Donc maintenant, on ne parle pas de taxer les riches, on dit juste taxer les super profits exceptionnels. On ne parle pas de réduire la consommation d'énergie ou d'être dans la décroissance. On est vraiment dans un truc à minima, quoi. On a peur d'effaroucher les gens. Non, il faut dire la vérité, en fait. Il faut dire que ces barrages ont un impact très 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 lourd sur les milieux naturels, sur les rivières, et contribuent à la destruction des rivières et au réchauffement de l'eau. Enfin, il y a plein de phénomènes. Ça joue aussi sur la morphologie des rivières, sur le fait que les rivières s'incisent de plus en plus profondément. Parce qu'à barrage, ça empêche les poissons de circuler. Mais ça retient aussi tous les sédiments. Et une rivière, c'est quelque chose qui c'est-à-dire les rivières, elles emportent les sables et les graves et les rochers, même quand il y a des crues. Et donc elle emmène vers l'aval, et elle se recharge en même temps, en permanence, de gravier et de rochers. Donc si on barre, on n'a qu'un phénomène. On n'a pas le phénomène de recharge. Donc on a des rivières qui n'ont plus les graviers, donc qui se creusent. Et ça, c'est par exemple pour les saumons. Il y a la disparition de ce type de petits granulats qui sont nécessaires à leur reproduction. Mais même quand il y a encore les graviers, il y a des phénomènes de réchauffement qui favorisent l'eutrophisation, qui font que les fonds des rivières se colmatent. Enfin, voilà, tout ça, c'est des phénomènes qui interagissent. Voilà, quand tu fais sauter un verrou... Non, mais ce qui est étonnant à t'entendre, c'est que je réalise combien l'homme moderne ou l'homme urbain est coupé de son environnement aussi, tout simplement. On a l'impression que c'est une sorte d'imagerie comme ça. Parce qu'une rivière, moi je viens de la campagne, mais j'habite à Paris depuis longtemps. Et je sens bien que c'est une réalité, c'est presque une réalité qui m'échappe dans le sens où je ne la fréquente plus. C'est ça le drame aussi. Le milieu politique, il est coupé. Il est déjà coupé du genre humain. Donc, tu vois bien, les gens, ils sont quasiment jamais sortis du 6e arrondissement. Enfin, c'est extraordinaire. École alsacienne, Sciences Po, gouvernement, paf. Donc, ça donne déjà des discours qui sont sur les gens, qui sont juste ahurissants. Alors, sur les poissons. D'ailleurs, quand ils disent poissons, ils disent les petits poissons, les petits oiseaux.
c'est comme ça que ça parle, tu vois. C'est le président des chasseurs, il avait vraiment, mais c'était open bar à l'Élysée ces 7 dernières années. Oui, non, c'était dans un truc de totalement désinhibé, on se cache plus, on y va, quoi. De toute façon, là, moi, j'habite donc Bordeaux. J'ai traversé là, récemment le Gers, le Lot-et-Garonne. Tous les panneaux des villages sont retournés. Il y a écrit CR absolument partout, donc pour coordination rurale. Enfin, il y a vraiment une ambiance de voilà, maintenant on pète tout, quoi. Tu regardes ce que ça a voté dimanche dernier, ces départements. Le Lot-et-Garonne, c'est 100% des communes où le RN est en tête. L'attente, c'est... Comment ? L'attente, c'est... L'attente de ce vote-là, c'est dans ces régions. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'ils attendent. Je sais pas ce qu'ils se racontent. Mais ils ont envie de tout péter. Et ils veulent de la flotte. C'est les écolos, les bobos, les machins. C'est l'ennemi. D'accord. Oui, d'accord. La Confédération paysanne, c'est l'ennemi. Oui. C'est très. Il faut regarder ce qui s'est passé autour de la retenue collinaire de Caussade dans le Lot-et-Garonne, qui était illégale et que le Premier ministre veut régulariser, alors qu'il y a eu 5 ou 6 décisions du tribunal administratif pour dire qu'il fallait la détruire. Elle a été construite par la Chambre d'agriculture illégalement sur les fonds. Le président de la Chambre d'agriculture en premier jugement a été condamné à du ferme. Il a eu du sursis en appel. Mais non, et l'État. Il y a quand même les verrous. Mais sauf que derrière, qui sont. Non. Puisque justement les décisions de justice ne sont. Puis les décisions. Non, en revanche, il y a des décisions de justice pour dire qu'il faut détruire cet équipement et le préfet ne le fait pas. Donc les décisions. D'accord. Donc à la fin, on dit qu'il faut régulariser avec des phrases comme. C'est dégueulasse. Là, je cite, j'ai lu ça dans le journal, Premier ministre, il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues aux irrigants. Et de toute façon, là, tout ce qui s'est passé depuis les émeutes, les jacqueries agricoles, mais personne n'imaginait ça. C'est vraiment, on était stupéfaits. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens en faisant les débats, et des scientifiques, et des gens de l'INRA, etc. Pas forcément scientifiques en rébellion, tu vois, des gens mainstream, quoi, qui ont fait, mais waouh. C'est en fait tout ce qui a été construit depuis 30 ans est balayé. Et le pire, c'est que la Commission européenne a suivi le même chemin, et tous les grands projets sur les programmes de renaturation et tout ça, tout est en veilleuse. Donc voilà, moi je vois vraiment pas pourquoi il faudrait baisser la garde, ou s'écraser parce que l'extrême droite sort de tous les trous, de tous les terriers où elle était, et que non, il faut continuer à dire la vérité sur ces voilà, et dire aux gens, voilà, vous êtes en train de détruire le monde dans lequel vous vivez de manière complètement inconséquente, immature. Il n'y a pas l'arbitrage économie, emploi versus nature, c'est pipeau. L'argument ne tient plus, quoi. Non. Prochain projet. Ça s'appelle Que faire. Non, avec un point d'interrogation. Ouais. Non, pour de vrai. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Oui. Et donc c'est en partenariat avec les Soulèvements de la Terre ou c'est quoi? Non, c'est en partenariat. Non, surtout pas. Moi, je veux rester très indépendant. Mais ça va parler de tout ça. Oui. Ça va parler de... Non, moi je suis pas, je fais pas du cinéma militant, mais tu fais du cinéma éclairé, donc par conséquent, je fais du cinéma politique, mais pas militant. Oui. Mais de ce fait, les militants m'intéressent de plus en plus d'ailleurs, et les différentes formes de modalités et les tensions très fortes parfois qu'il peut y avoir entre différents types de militantisme. C'est des questions qui sont très importantes, j'ai besoin d'y comprendre, d'y voir plus clair, de comprendre, parce qu'on a besoin d'unité. Donc effectivement, ça veut dire qu'il faut
peut-être s'entendre sur des principes, c'est pas si simple. Il y a des rapports à l'action, à la justice, au droit, à l'ordre qui sont pas forcément les mêmes. Donc ça va parler aussi de ça, effectivement. Mais des vraies questions citoyennes, de désobéissance civile, le rapport à la violence, toutes ces choses-là. Quoi. Donc ça va être un film avec peu de personnes, juste 4 personnages, et on va essayer de creuser ces questions et le rapport aussi. De réfléchir avec d'autres, avec des gens, et donc ce sont des gens qui ont des vies éminemment politiques, mais certains n'ont jamais voté, d'autres au contraire ont été maires ou le sont encore, éleveurs, pas éleveurs, deux hommes et deux femmes, des générations différentes, mais des vies très politiques. Et j'ai besoin de réfléchir avec eux sur le rapport à l'État, le rapport à l'autorité, le rapport à l'ordre, des grandes questions, quoi. Waouh. En même temps, ça va être très contemporain, c'est sûr que ça va parler parler des ZAD, ça va parler de Sivins, de Notre-Dame-des-Landes, forcément, parce qu'on est pris dans... C'est notre histoire maintenant déjà. N'en déplaise à nos gouvernants, c'est notre histoire et ça va être la leur, même s'ils veulent pas en entendre parler. Ça va pas... Notre-Dame-des-Landes, c'est un repère aussi maintenant pour beaucoup de gens, et des jeunes gens. Et quand moi je fais des ateliers dans des écoles d'art et tout ça, ils ont 20 ans et ils ont pas, en fait, ils étaient très très jeunes quand ça a commencé la ZAD, même si, mais voilà, ça fait vraiment partie de leur imaginaire. Et alors aujourd'hui, ils vont sur la 69 et puis demain ailleurs. Ils sont très frêles, mais ça va pas s'arrêter. Non, ça va pas s'arrêter. Après, c'est une génération qui est quand même, qui est courageuse, je trouve. Parce que c'est la formation politique, elle se fait quand même dans des conditions qui sont quand même assez, où il y a un rapport quand même à l'autorité, à la violence, qui est quand même assez dur, quoi. Et puis c'est le monde qui est laissé aussi. Je la trouve très très brave quand elle s'engage, ou très courageuse, parfois maladroite, mais je trouve que c'est quand même pas les meilleures conditions. Disons que la génération précédente leur a pas légué déjà une culture politique. C'est ça. Jean-Gabriel Perriot en parlait dans ce documentaire, mais c'est quand même le gros problème, quoi. Il y a quand même toute une génération où il n'y a pas eu de transmission. Pas eu de transmission d'armes, de vocabulaire, d'une histoire. Il y a quand même beaucoup de choses à réinventer, quoi. Voilà, il y a un travail à faire sur le vocabulaire, effectivement. Et sur oui, complètement. Se mettre d'accord sur le sens des mots. Oui, Donc, donc là, tu es en préparation, tu es en écriture? Non, en écriture. Mais si on a des réponses positives, je pourrais commencer très vite, parce que, comme je disais au début, j'aime bien faire des tournages morcelés, donc j'ai besoin que ça décante. Et donc je pourrais très bien commencer à la fin de l'été, faire une semaine de tournage, et puis on dérush ça tranquillement, imaginer comment il faut faire continuer le film, et je verrais bien ça en trois passes, quoi, où j'irai voir à chaque fois les 4 protagonistes. Qui sont déjà, oui. En fait, moi j'ai envie de dire, à partir du moment où j'ai pris mon temps, mais où j'ai bien senti comme ça l'équilibre qu'il fallait. Je me suis dit, voilà, ça y est, il est écrit le film, c'est ces 4 personnages, mais bon, ça suffit pas. Super. Donc, bon courage. Merci. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci.